Bah, je vous ai pas fait peur. Bon, bah tant pis, alors je le mets en décapotable. Alors je vois ceux qui me regardent étonnés, qui me découvrent ce soir et qui se demandent pourquoi je suis habillée comme ça. En fait, c'est juste parce que j'ai toujours rêvé d'être noire. Oui, ça existe. Parce que je trouve que les femmes noires, elles ont trop de classe. Sincèrement, ces femmes-là, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation, même quand elles ont tort, elles ont raison quand même. La dernière fois, t'as une maman ivoirienne, elle monte dans le bus à Paris, 100 mètres de ticket, ça donne ça. Et là, le chauffeur de la gare lui dit, madame, titre de transport. Est-ce que c'est la guerre? Mais tu peux demander poliment. Non? Bon, la véritable raison, je vais vous l'avouer, c'est parce que le garçon que je voulais épouser, il était noir. Bah oui, et moi je savais qu'avec toutes ces jolies filles qui lui tournaient autour, j'aurais aucune chance. Parce qu'il faut dire quand même que les femmes noires sont superbement faites. Alors c'est ce jour-là que pour essayer de leur ressembler, j'ai décidé de me laisser pousser le derrière. Bon, le seul problème, comme vous l'avez constaté, c'est qu'il y a tout qui a poussé autour. Et maintenant, partout où je vais, on croit que je suis enceinte. Non, mais même les vieilles dames dans les transports se lèvent pour me laisser la place. Attends, la dernière fois, j'étais à l'auto-école. Je croise une fille que je connais même pas. Elle me regarde avec un petit sourire complice. T'es enceinte? Je dis non, je suis grosse. Et la caissière du supermarché, vous savez, celle qui fait la tête, qui dit jamais bonjour à personne. Moi, quand elle m'a vue, son regard s'est illuminé. Madame! Wouh, madame! Oui, vous, au fond de l'allée. Allez-y, je vous en prie, vous êtes prioritaire. Pardon, madame, mais j'ai aucune raison d'être prioritaire. Vous voyez bien que j'ai pas de carte. Madame, au 7e mois, c'est évident, voyons. Vous n'avez pas besoin de carte. J'étais énervée, alors moi aussi, je suis montée dans le bus 100 mètres de ticket. Et dès que le chauffeur m'a regardé, j'ai dit, est-ce que c'est la guerre? Non, alors laisse-moi tranquille. Je suis allée m'asseoir, et juste après moi, il y a une vraie maman ivoirienne qui est montée. Et elle, de toute sa corpulence, a bousculé un vieux monsieur derrière elle. Pardon. Excusez-moi, monsieur, je n'ai pas fait exprès. Oh. C'est pas possible. J'avais vu quand même ma poussée. C'est incroyable tout de même. On n'est plus chez nous ici. T'as dit quoi là? Mais c'est quoi ton problème là? J'ai poussé, j'ai dit pardon, non? J'ai dit pardon, pourquoi tu fais les polémiques? Oh, mais laissez-moi tranquille, je vous ai pas parlé à vous. À ce moment-là, le chauffeur se retourne, le chauffeur du bus, il comprend pas trop ce qui se passe. Mais madame, qu'est-ce qui vous prend à vous mettre en colère comme ça? Vous êtes monté tel un rayon de soleil et je vous entends rouspéter. Ne m'embrouille pas avec ton rayon de soleil là. Tu crois que je n'ai pas compris que tu étais en train de me draguer? Le monsieur là, il est raciste et toi-même tu es complice. Mais ma bonne dame, je vous drague absolument pas. Écoutez madame, s'il vous plaît, calmez-vous, gardez votre sang-froid et allez vous asseoir. Vous comprenez bien que moi, je dois faire mon travail et je dois conduire mon bus. Tu dois conduire ton bus. Mais va. Va fils, va conduire ton bus. Donc le chauffeur, il y va tranquillement, il s'installe, il démarre. Il vient de commencer dans le 93, il sait pas comment ça se passe. Une fois qu'il a démarré, la maman se retourne. Ça y est, tu as conduit ton bus. Avant même qu'il ait réagi, elle se retourne vers le vieux monsieur. Écoute-moi bien, depuis tout à l'heure là, j'ai poussé, j'ai dit pardon, ça ne suffit pas. Quand tu descends, je descends. Et je te guette. Et à chaque station, le chauffeur s'arrêtait. Et à chaque station, c'était... tu crois c'est fini? Il ne fallait pas provoquer Tantine. Tu m'as cherché, tu vas me trouver. Tu as été violent avec tes mots. Je vais être violente autrement. Quand tu descends, je descends. Et je te guette. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'arrêt d'après, il y avait les contrôleurs. Et comme moi, j'avais fait la maline, j'avais pas mes tickets, j'ai été obligée de descendre et on saura jamais la fin de cette histoire. Comment ça, j'allais pas prendre une amende pour vous raconter la fin d'une histoire? Vous êtes pas sérieux, non? Non, et puis je me voyais pas inventer une fin. Parce qu'inventer une fin, ça aurait été mentir. Et moi, sachez-le, je ne mens jamais. Qui rigole? Quoi, une arabe qui ment jamais, ça vous étonne? Bon d'accord, je mens que en cas d'extrême urgence. Vous voulez un cas d'extrême urgence? Pas tous à la fois.
Alors que t'es tranquillement assise chez toi, tu regardes à la télévision une série que tu adores, et au moment le plus important, il y a le téléphone fixe qui sonne. Mais qui appelle encore sur les fixes en 2020? Là, t'as deux solutions. Soit c'est tes parents, parce qu'ils savent toujours pas que ça coûte le même prix d'appeler sur un portable, ou soit c'est pour un sondage. Alors au début, tu hésites. C'est le moment le plus important. Après, tu te dis, bon, si c'est mes parents, ils méritent quand même que je décroche le téléphone, c'est eux qui m'ont mis au monde. Et là, tu décroches et t'entends. Bonjour madame, ici Marguerite Duras à l'appareil. Je vous appelle concernant les mutuelles. Madame, avez-vous une mutuelle? Marguerite Duras. On est d'accord, on a été obligé de mentir. Alors moi, à la maison, ça donne. Ouais, bonjour madame, c'est la femme des menaces. Ouais, moi, je m'appelle Marie Curie, oui. Ah, désolé, ma patronne, elle n'est pas là. Mais si tu téléphones après 20h comme ça, tu vas la trouver. Merci beaucoup, madame Martin. Bon courage, bonne chance dans ta vie. Et là, je me dis qu'on s'est retrouvés de mythomane à mythomane. Marguerite Duras avec son accent du bled et Marie Curie en mode Koulibaly. Donc tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, c'était vrai. Quand je vous disais que je rêvais d'être noire, c'était vrai. Quand je vous ai raconté l'histoire de cette maman dans le bus, elle était vraie. Et quand je vous ai dit que je voulais me marier avec un noir, ben c'était vrai aussi. Alors essayez d'imaginer une seule seconde la tête de ma mère le jour où j'ai osé lui annoncer ça. Et on sait à quel point les Maghrébins sont ouverts d'esprit, n'est-ce pas? Un noir. Un kahlouche. Il n'y en a plus des hommes sur la terre pour que tu prends un kahlouche. Alors si ça, on t'a fait confiance, on t'a donné la liberté, on t'a laissé faire du théâtre ici comme ça, tu dis merci. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ah, tu veux ta mère élevée? C'est ça. Ah, je vais mourir. Ah, je vais mourir. Tu laisses tomber? Non? Ah, je vais mourir. Et moi, j'ai pas lâché l'affaire. Je me suis accrochée. J'ai bataillé pendant 4 ans. Parce que pour moi, à partir du moment où on s'aimait, il n'y avait rien qui pouvait nous empêcher de nous unir. Oui, je sais, je vis dans un conte de fées, et alors? Et donc, au bout de 4 années de galère, un jour, maman, désespérée, est venue me voir. Rigole, ça se voit si pas ta fille. Tu rigoles encore? Inch'Allah, toi aussi, ta fille ramène un noir. Voilà! Je t'avais dit, toujours les voisines, elles se moquent, je savais. Écoute, ma fille, on va y aller au bled. Quand on revient, tu ramènes le kahlouche. S'il est bien, tu se maries, tu dégages. Moi, je me suis dit, c'est un piège. Ils vont m'emmener au bled, ils vont me brûler mes papiers, ils vont me marier avec un cousin et on aura des enfants consanguins. Et attendez, on me la fait pas, moi. Mes parents, ils étaient cousins germains, ok? En arabe, on dit oulet, relet. Regardez le résultat. Je voulais pas reproduire ça sur les prochaines générations. Alors avant de partir, j'ai photocopié ma carte d'identité française. J'ai distribué un exemplaire à chacune de mes copines et j'ai dit attention. Le 23 juillet, je suis pas rentrée, t'appelles la police. Et on est allé au bled. On a passé de superbes vacances et on a fini par rentrer. Moi, j'y croyais pas, je suis allée voir tout le monde. Ça y est, maman, elle est d'accord, elle veut bien le rencontrer, ça y est. Personne n'y croyait. Pourtant, le samedi d'après, maman a vraiment accepté de le rencontrer. Pour le recevoir, elle est allée au marché. Elle a acheté de nouveaux rideaux. De nouvelles housses pour les fauteuils de chez nous. Les sidéries, comme on dit. Elle a nettoyé la maison à fond, il n'y avait plus aucun cafard dans la baraque. Et quand il est arrivé, elle lui a fait un interrogatoire digne de la Gestapo. Samia!
La porte, il y a tant qu'ahlouche qui le sent. Bonjour madame. Salam alaikum. Alors comme ça, si toi tu veux se marier avec ma fille, et pourquoi tu la laisses pas tranquille? Et d'abord, il n'y en a plus des femmes dans ton pays pour que tu t'accroches à celle-là. Madame, je vous ai apporté des fleurs. C'est gentil. Mais je ne suis pas une chèvre. Mais en plus, tu viens de la Martinique. Tu crois que je ne sais pas, la Martinique, ils sont chrétiens. Ah, Zama, tu t'es convertible. Comme les canapés, tu crois que je connais pas? Et comment on sait, nous, qu'une fois que tu vas se marier, jamais tu vas te convertible encore? Mais madame, qu'est-ce que vous racontez? Madame, j'étais déjà musulman quand j'ai rencontré votre fille. Vous savez la prière qu'on répète tous les jours, qui s'appelle la Fatiha? Eh bien, la première fois que je lui en ai parlé, elle pensait que je parlais d'une de ses copines. Madame, est-ce que vous vous rendez compte que vous n'avez même pas transmis l'essentiel à votre enfant? Vous n'avez même pas transmis les bases de l'islam. Vous n'avez même pas fait votre travail. Oh, moi, j'ai pas fait mon travail. Et ouais, tu sais quoi? Vas-y, prends-la, épouse-la. Et moi, je te préviens, ma fille, c'est une arnaque. C'était l'emprunt, c'est nu repris, ni échangé. Puis te démerdes. Et ça fait maintenant 16 ans, exactement, qu'il se dit que ma mère avait raison, le pauvre. À la maison, c'est lui qui fait le ménage, les courses, à manger, et moi, je fous le bazar. Quand je rentre chez moi, je balance mon foulard là, mon manteau là, mon sac là, et lui, il arrive. Mais Samia, respecte mon travail. C'est trop bien de ne pas être avec un arabe. Là, t'as toutes les mamans arabes planquées dans la salle qui vont m'attendre dehors avec leurs chaussures. Comment ça? Bon, si on a des mamans arabes planquées dans la salle qui ne sont pas d'accord avec ce que je viens de dire, vous n'avez qu'à apprendre à vos fils à faire le ménage et après on en rediscute. Alors, une fois que vous êtes mariés, quelle est la question que tout le monde vous pose, quand bien même cela ne fait qu'une seule semaine? Bravo, on a des maghrébins dans la salle, bravo! Là, parce que la dernière fois, j'ai posé la même question au théâtre du point virgule. Dans ma salle, j'avais que des petites têtes blondes. Et là, tous en chœur, ils m'ont répondu « Est-ce que t'es heureuse ?» Comment dire Chez nous, on s'en fiche de savoir si t'es heureuse. Non, chez nous, c'est alors, ça y est, il y a quelque chose dans le dos. Et moi, je répondais « Ouais, du gras. » Non, mais c'est quoi cette question? Si un jour je tombe enceinte, je vais le faire sortir, je vais pas le cacher. Et c'est incroyable, parce que ça fait 16 ans qu'on est mariés et 16 ans qu'on nous fatigue avec les mêmes questions. Et ben alors, t'attends quoi pour faire des enfants? Ah, ça marche pas. Mais c'est toi ou c'est lui que tu peux pas? Mais tu as fait les examens. Et l'adoption, tu as pensé à l'adoption? Parce que des fois, c'est dans la tête, ça déclenche quelque chose, l'adoption. Bon, moi je vais dire un truc qui va peut-être en étonner certains, c'est que moi je suis pas intéressée par l'adoption. Ouais, parce que moi j'ai longtemps travaillé en tant que nourrice. J'étais payée pour garder les enfants des autres. Je vais pas m'amuser à aller faire ça gratos. Et arrivé à l'âge de 18 ans, il te sort un truc genre « Ouais, de toute façon, t'es pas ma mère !» Non, ça va, j'ai assez de problèmes dans ma vie, merci. Et donc moi, je le vis très bien, tant qu'on me laisse tranquille. Le problème, c'est que chez nous, on te laisse jamais tranquille. La dernière fois, j'étais à un mariage, je croise une cousine que j'ai pas vue depuis très longtemps. Elle était avec une petite, je dis « Oh, elle est trop mignonne, c'est ta fille ?» Elle me dit « Ouais, toi, ils sont où les... » Oh, pardon. Oh, la boulette, excuse-moi, j'avais complètement oublié que... Tu sais quoi, Samia? Accroche-toi. Hein? Accroche-toi, je suis convaincue qu'un jour, tu auras cette chance d'être mère, Samia. Accroche-toi, je ferai des prières pour toi, Samia. Accroche-toi, Samia, accroche-toi. J'avais envie de la défoncer. Et pour finir, je l'ai juste regardé avec un grand sourire. Je lui ai dit, mais t'en fais pas. Je te promets, quand je vois ta fille, je suis contente de ne pas en avoir. Je vois la tête de ceux qui se disent que c'est pas sympa. Mais vous n'avez pas vu la dégaine de la gamine qui vient te voir et qui te fait « Hé, pourquoi ta dent, elle est pourrite? T'as de la pâte à modeler dans ton ventre, il est tout mou. » Non, moi le matin, j'ai la chance de faire la grasse matinée, mesdames les mamans. Hein,
Et même la grosse matinée, si j'ai envie. Non mais c'est quand même incroyable que lorsque tu es une femme, à chaque étape de ta vie, il y a toujours quelqu'un pour venir te la pourrir. Quand tu arrives à un certain âge, tu as toujours une copine qui vient te voir genre t'attends quoi pour te marier? Bientôt la quarantaine, la date de péremption va être dépassée. Tu seras obligé de prendre un sans-papier. Comme si les papiers et le cœur allaient nécessairement ensemble, tu vois. Une fois que tu t'es marié, bah alors les enfants, c'est pour quand? Ah ben dépêche-toi, la ménopause arrive plus vite qu'on ne le croit, méfie-toi. Une fois que tu as eu ton premier enfant, bah alors, c'est quand tu lui fais un petit frère ou une petite sœur. Ah bah tu vas pas nous en faire un égoïste quand même, faut qu'il apprenne le partage, ce pauvre gamin. Une fois que tu as eu assez d'enfants, alors quand est-ce que tu déménages? Ah ben tu vas pas les entasser dans un appartement toute leur vie quand même, faut penser à construire ta maison maintenant. Une fois que tu as construit ta maison, alors la mort, c'est pour quand? Parce que nous on paye en attendant, faut penser à s'en aller maintenant. Les gens vous laissent jamais tranquille. Et moi, je suis convaincue que les femmes qui ont inventé les commérages ne pouvaient être que des Arabes. Ben, sans mentir, le téléphone arabe, si on l'avait déposé comme invention, aujourd'hui, on serait tous milliardaires. La technique qui marche à tous les coups quand tu veux faire savoir quelque chose, c'est très simple. Tu vas voir ta meilleure amie, tu la regardes dans les yeux et tu lui dis « Hé, je te dis un truc, tu jures, tu dis à personne. » Tu veux qu'on fasse une pause pour que tu ailles faire pipi? Parce que maintenant que t'as tout gâché, on est obligé. Pourquoi tu t'es assis devant qui il t'a dit? Non, je rigole. Tu veux que je t'accompagne, moi? Elle a dit oui. On en était où dans l'histoire? Non seulement on vous donne des pauses pour aller faire pipi, en plus vous suivez pas. Comment on va faire? Vous vous souvenez où est-ce qu'on s'était arrêté? Le téléphone arabe, bravo, merci, enfin une qui suit. Donc je me disais, nous les Maghrébins, on a inventé le téléphone arabe. C'est incroyable. Je vais quand même boire parce que je parle trop. Il faut savoir qu'il y a différents types de commères. D'abord, tu as les femmes qui font ça parce qu'elles s'ennuient. À part les séries à la télévision ou les émissions du genre « Ici la voix », elles n'ont rien d'autre à faire. Ensuite, il y a celles qui font ça pour être le centre du monde, l'espace de quelques instants. Parce qu'on n'a pas toute la chance d'être comédienne, n'est-ce pas? Et enfin, les femmes qui font ça par pure jalousie. Genre celle qui vient te voir le jour de ton mariage, te raconter les pires saloperies sur ton fiancé et finir par « Ah, si tu te maries quand même avec lui, tu diras pas que je t'ai pas prévenu. » Moi, celle qui me fatigue le plus, c'est celle à qui tu commences à raconter quelque chose en lui faisant promettre de rien dire et qui te fait « Non mais attends, à qui tu veux que je le dise ?» Et en fait, dans ses yeux, tu vois que dans son cerveau, il y a un fichier qui s'est ouvert avec la liste de toutes les personnes à qui elle va pouvoir le balancer. Je pense que c'est pour ça que toutes les émissions de télé-réalité ont beaucoup de succès. Parce que quand on regarde bien, tout y est basé sur le mensonge, la calomnie ou la colportation de ragots. Ça a commencé avec cette émission que vous connaissez certainement, c'est Un dîner presque parfait. Elle n'est pas incroyable, cette émission. Les gens se donnent du mal pour bien vous recevoir. Ils organisent un merveilleux repas, une jolie décoration, une petite musique d'ambiance. Et là, devant tout le monde, vraiment Micheline, le repas était fabuleux. 2 minutes après, planqué dans les toilettes, devant les caméras. « Ah, mon Dieu, c'était immonde, j'ai failli vomir 3 fois !» Bon, en toute sincérité, moi, tout ce que j'espère, c'est qu'à la fin de mon spectacle, vous ne ferez pas la même chose. Genre, non mais Samia, vraiment, ton spectacle était fabuleux. 2 minutes après, planqué où vous voulez, ça ne me regarde pas. Quoique, concernant la planque, comme dans l'émission, je voudrais seulement dire à tous les Arabes qui sont dans la salle que dans notre religion, c'est interdit de parler dans les toilettes. Et à tous les autres qui seraient tentés de le faire par contamination. « Ah mon Dieu, c'était horrible, j'ai failli sortir 3 fois, mais j'ai eu peur qu'elle me foute la honte comme à celle qui filmait. » Et je le ferai. Non, moi, à la rigueur, quand les gens n'aiment pas, je préfère qu'ils disent rien, tu vois. Ou alors juste un petit sourire du genre... Bah, bonne continuation, hein. Non mais surtout, reprends ton travail de nourrice. Alors vous l'avez peut-être remarqué depuis le début du spectacle, je vous ai beaucoup parlé des femmes de chez nous et très peu des hommes. Alors c'est très simple, c'est parce que moi je suis d'origine tunisienne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous en Tunisie,
C'est la femme qui commande. À ceux qui ne me croient pas, vous n'avez qu'à regarder la révolution tunisienne. Sans la femme du président Ben Ali qui a pillé le pays, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc moi, mon père à la maison a toujours été très discret. Quand il y avait une demande en mariage, ça donnait un peu ça. Il fait beau dehors, hein? Je vais aller faire un petit tour. Maman l'a rattrapé. C'est toi le papa, tu restes là, tu bouges pas. Papa a toujours aimé les jeux de mots, les blagues pourries, les calembours du genre. Il est inconscient ou les deux conscients. Quoi? Tu as perdu 3 kilos? Il faut faire une déclaration de perte. Ah, sinon à quoi ça sert la police, hein? Et il nous a toujours dit, en tant que commerçant, qu'est-ce qui fait sortir l'argent de la poche de ton client pour venir dans ta caisse? C'est la gentillesse. Et dis-moi la vieille dame quand elle vient dans ma boutique, je dis bonjour madame, comment que ça va, comment il va le chien? En vérité, je m'en fiche comment il va le chien. Mais je sais que c'est la gentillesse qui fait rentrer l'argent dans la caisse. Alors il nous raconte qu'un jour, il y a des policiers qui sont passés dans sa boutique et qui cherchaient une raison pour lui mettre une petite contravention. Ils font le tour du magasin et ils ne trouvent rien. Les dates de péremption étaient respectées, pour une fois. L'affichage des prix également. Alors ils ont été dire qu'ils avaient vu dans l'arrière-boutique une souris et un cafard. Papa a donc été convoqué au tribunal pour répondre des mesures d'hygiène qui n'étaient pas respectées. Et il a décidé d'assurer lui-même sa défense. Excusez-moi, pardon monsieur le policier, le tribunal, c'est par où? C'est par là. D'accord, merci beaucoup, au revoir. Excusez-moi, vous restez là, vous bougez pas. Ah, vous surveillez le tribunal. Mais pourquoi? Il va pas s'échapper. Allez, bonjour les monsieur l'agent, bon courage. Ah, c'est grand le tribunal. On peut stocker beaucoup de marchandises ici. Hein. Pardon? Oui, monsieur le juge, c'est moi-même. Alors, tout d'abord, monsieur le juge, je voudrais remercier la France, parce que c'est grâce à elle si je suis là aujourd'hui. Non, mais quel rapport, monsieur? Non, c'est important, vous allez comprendre. Moi, je suis un simple étranger, tunisien de Djerba, à qui la France elle a permis de venir travailler pour gagner honnêtement sa vie. Et pour cela, je la remercie. Maintenant, les policiers, ils sont passés dans ma boutique et ils disent qu'ils ont trouvé une souris et un cafard. D'accord. Mais monsieur le juge, la souris et le cafard, ils sont français comme vous? Alors explique-moi, monsieur le juge, comment moi, un étranger, un bédouin du désert, que la France elle a gentiment accueilli, je vais mettre 2 Français à la porte. Je peux pas. Et là, le juge, il l'a regardé, il lui dit, allez, c'est bon, circulez. Et papa, il est revenu du tribunal tout content de lui. Tu as vu ma fille? Les Français, ils sont gentils, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Ah, il est incroyable, papa. Il fait partie de cette première génération d'immigrés qui a débarqué en France il y a une 50aine d'années. Quand lui et maman sont arrivés ici au début et qu'ils ont vu comment vivaient les Français, ils se sont d'abord dit... Je crois qu'on n'a pas bien fait de venir ici. Il y avait comme un trop plein de liberté à leur goût. Maman, dès qu'il faisait nuit, elle fermait la porte à clé. Il n'y avait pas moyen de s'échapper. Et plus jeune, on ne comprenait pas. Vas-y, attends, pourquoi ils ne nous laissent pas sortir, aller danser, s'amuser? Et puis, avec le temps, en grandissant, on a fini par comprendre les choses. La première année de ma liberté, c'est-à-dire juste après mon mariage, je suis allée passer une semaine de vacances seule en Tunisie. Et en sortant, je me suis rendu compte que Tunis, la nuit, c'était pire que Paris. J'ai croisé une Tunisienne, elle était tellement maquillée, j'ai cru que c'était un Tunisien déguisé. Vous connaissez la chanson qui dit « L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. » Eh bien, les Tunisiens, ils ont cru que c'était vrai. Et donc, en sortant la nuit et en découvrant ce monde que je ne connaissais pas, j'ai fini par comprendre qu'en nous serrant la vis, en fait, ils avaient juste voulu nous protéger. Alors, la première chose que j'ai faite en arrivant à la maison, c'est que je les ai appelés pour les remercier. Papa, pardon. Pardon de ne pas avoir compris et merci pour l'éducation que tu nous as donnée. Et là, papa, avec des larmes dans la voix, il me dit « Mais tu sais, ma fille, nous, on voulait que le bien pour vous. » Je dis « Papa, est-ce que tu peux me passer maman pour que je lui dise la même chose ?» Il me passe ma mère, je commence à lui expliquer. « Ah,
Tu comprends maintenant c'est quoi la vie? Avant, comme moi je te dis, tu comprends pas. Inch'Allah, toi aussi, tu vas faire les enfants. Et ils vont te faire la misère. Comme toi, t'es ma fille, comme ça, tu vas comprendre. Ha, ha, ha. Est-ce qu'on a tous la même à la maison avec un accent différent? Elles sont incroyables. J'ai eu la chance il y a quelque temps de jouer dans une salle qui contenait 8000 personnes. C'était juste pour un sketch, mais pour moi c'était déjà magique. À la fin de mon sketch, je vais voir papa qui m'attendait. Je lui dis alors, est-ce que tu es fier de moi? Qu'est-ce que ça t'a fait de me voir jouer devant 8000 personnes? 8000 personnes. Si chacun il donne 1 euro, Wallah, si bien. On change pas un commerçant, je cherche pas. Et donc c'est vrai que des fois on a la chance de jouer devant beaucoup de monde. Et vraiment ce soir je vous remercie d'être là. Mais d'autres fois c'est un petit peu plus délicat. Quand on est comédien à Paris, il faut savoir qu'il y a plus de 800 spectacles d'humour qui se jouent par soir. Alors si vous n'avez pas la télévision ou une grosse société de promotion pour vous aider à remplir la salle, faire venir du monde c'est hyper galère. Ce qu'on avait décidé de faire avec un de mes cousins pour faire un maximum de pub, c'est faire la tournée de tous les restaurants halal. Et de miser sur le côté communautaire avec un grand salam alaikum. Et généralement, ça se passait plutôt bien, on nous laissait déposer de la pub. Un soir, en faisant la tournée des restos, on arrive devant l'un d'entre eux et je lui dis « Tiens, je crois que celui-là, il est halal. » Je dis « Mais non, Samia, c'est un restaurant cachère. » Je dis « Ah bon? Mais les juifs et nous, on n'est pas cousins. » Mais Samia, ils vont jamais te laisser poser ta pub, regarde-toi un peu. Ah ouais? Chiche. Chiche, moi maintenant j'y vais, qu'est-ce qu'il y a? Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. Je peux pas courir, il n'y a pas de place et je suis trop grosse. Ta-da-da. Bonsoir tout le monde. Là t'as une dizaine de types avec des kippas sur la tête qui se retournent et qui me regardent du genre tu t'es perdu? Alors j'avance vers le patron, bonsoir, je me présente, je m'appelle Samia, je suis humoriste et je voulais savoir si je pouvais poser un peu de publicité. T'es humoriste? Eh ben vas-y, fais-nous rire. Je dis, mon frère, tu n'as pas payé et puis tu veux rigoler. Mais si moi je veux manger gratuitement dans ton restaurant, tu vas me donner? Tu vas me faire payer, non? Voilà! Là, il explose de rire, il m'attrape par le bras, il me dit, viens avec moi, je vais te présenter quelqu'un. Il m'emmène jusqu'à la cuisine et il me présente leur cuisinier qui est un noir. Et là, il me dit, vas-y, parle-lui dans sa langue, là, comme t'as fait, là, vas-y. Je me dis, bon, Samia, tu veux faire ta pub? Je regarde le cuisinier, je dis, hey, mon frère, t'es de quelle origine? Il me dit, moi, je suis du Mali. Je dis, mais on est cousins. C'est pas vrai. Et on commence à rigoler tous les deux. Je dis, non, mais si je te demande ça, c'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique subsaharienne, de la même manière qu'en Afrique du Nord, les accents sont différents en fonction des pays. Est-ce que vous le saviez, ça? Je ne suis pas un DVD, vous pouvez me parler. Wouh! Je répète ma question, est-ce que vous le saviez? Oui! Alléluia, ils sont vivants! Ok. Par exemple, nous les Tunisiens, quand on parle, que ce soit en français ou en arabe, on a tendance à chanter légèrement. Allô? Oui, wallahi vraiment, je t'ai dit, c'est un endroit formidable, wallahi. Asmani, je te dis quelque chose entre nous. Wallah, mon papa, tous les samedis, il nous amène en sortie. Bien sûr, c'est normal, on est des gens civilisés, on a fait la révolution. Et le problème, c'est que même nos hommes parlent comme ça. Alors essayez d'imaginer toute la virilité que peuvent transmettre les Tunisiens. La dernière fois, un de mes spectacles, il y en a qui s'est levé et m'a dit, quoi? Moi je parle en chantant. Et une fois, c'était dans l'avion. Pendant tout le trajet, un type à côté de moi, il venait de Tunis. Et à Tunis, c'est pire encore que dans le sud. Pendant tout le trajet, il n'arrêtait pas. Wallah, tu es très sympathique et spontané. Wallah, je t'adore. Écoute, tu sais quoi? Inch'Allah, quand on revient à Paris, je vais venir voir ton spectacle avec ma copine. Ta copine? Quelle copine? J'étais plus viril que lui. Quelle copine? Ensuite, il y a les Algériens. Alors, les Algériens, peut-être à cause de leur histoire, ont un côté légèrement plus virulent. Ah, la belle!
Il y a beaucoup les Tunisiens, elle vient chez nous, en Algérie, car en Algérie, il y a tout. Kayin Koulchi, il y a tout. Je dis oui, sauf l'eau du robinet, il n'y a pas. Tout le reste, il y a. Est-ce qu'on a des Algériens dans la salle ce soir? Non, vous êtes trop discrets pour être de vrais Algériens. Non, de vrais Algériens, ce serait énervé. Comment ça, il n'y a pas d'eau? Comment ça? 1, 2, 3. Même le Viva l'Algérie, il était fatigué. Non, on va vous l'enlever, la double nationalité. Vous la méritez pas, elle avait raison, la marine. Non, il faut absolument que je vous raconte mon premier voyage en Algérie. C'était il y a plus d'une 20aine d'années, pour le mariage d'une amie, Mathilde, qui allait se marier là-bas, avec un garçon d'origine algérienne qui a grandi dans le 93. Quelle idée, franchement. Et donc j'avais promis à Mathilde que j'assisterais à son mariage, car sa propre mère refusait d'y aller. Elle avait trop peur des islamistes, intégristes, djihadistes, salafistes, pianistes, cyclistes. Du coup, j'avais tempéré, je lui ai dit, t'inquiète pas, moi je serai là, Inch'Allah. Et en effet, j'ai traversé toute la Tunisie avec ma petite valise, et je suis arrivée à la frontière algérienne, où son fiancé m'attendait sans vraiment y croire. Samia! Oui, Samia! Bonhomme. T'es un bonhomme. Wallah, je croyais pas t'allais le faire. T'es un bonhomme. Mais c'est quoi, t'inquiète pas, on va te mettre bien. T'es déjà venu en Algérie? L'Algérie, c'est un pays de malades, l'Algérie. Nous, on a des montagnes de fous en Algérie. Vous avez pas de montagnes en Tunisie? Si? Ouais, mais à la frontière algérienne. Bien sûr, les montagnes se sont dit, on se lève toutes pour Alger, Alger. J'arrive dans son village, toutes les 5 minutes, il y a un petit vieux, un chibani comme on dit, qui a que 3 dents qui vient me voir. Oh, c'est bien l'Algérie, c'est bien. Oh, il n'y a pas ça chez vous en Tunisie, il n'y a pas, hein? Si, il y a. Oui, mais chez nous, c'est mieux. Et là, t'as Mathilde qui débarque avec un air désespéré. Samia, je suis désolée, ça fait 3 jours qu'il n'y a pas d'eau courante. Non mais Mathilde, c'est pas grave, nous aussi, il y a 20 ans, on n'avait pas l'eau courante en Tunisie, il n'y a pas de problème, je m'adapte. Et donc le matin, je me réveille, puis j'avais oublié ce qu'elle m'avait dit. Instinctivement, j'ouvre le robinet et l'eau se met à couler. Je vais la voir, je lui dis, Mathilde, ils ont remis l'eau. C'est pas vrai. J'ai dit, Kirikou a ramené l'eau au village, vive Kirikou. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant, Samia, t'es pas sympa de te moquer comme ça. Je dis, mais non, au contraire, ma chérie, parce que quand tu rentreras en France et que tu ouvriras le robinet, tu diras, faut économiser l'eau. Parce qu'il y a des endroits comme en Algérie où il n'y a pas l'eau courante. Toujours pas énervé, les Algériens? Dommage, ça aurait mis un peu d'ambiance. Je vous avoue qu'entre-temps, ça a beaucoup changé. J'ai eu la chance de retourner en Algérie quelques années plus tard pour le premier festival du rire d'Alger. Là, c'était incroyable. On nous a logés au Sofitel. Je savais même pas qu'il y avait un Sofitel en Algérie. Ah, ça commence à s'énerver. Ah, mais attention, elle dit, bah ouais, Sofitel d'Alger. J'arrive, le bagagiste, il me fait, ah, wallah, j'en ai marre. Ah, les clients, ils sont fous. Il y a un client, il est venu, il a posé sa valise et il est parti. Il croyait j'allais ramasser. Là, je ramasse pas, je suis pas son chien. Oh, monsieur, la valise, quelqu'un, il va la voler. Sofitel. Il faut que je vous raconte quelque chose pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de connaître d'Algériens. Les Algériens ont une particularité. Ils ont quelque chose qu'on appelle en arabe le nif. Qu'est-ce que ça veut dire le nif? Ça veut dire le nez. Pourquoi on dit qu'ils ont le nez? Parce qu'ils ont les poumons tellement gonflés d'orgueil qu'ils ont le nez qui pointe en l'air comme ça, mais pour rien. Je suis allée faire un tour dans les rues d'Alger. Je croise un mendiant, je me penche pour lui donner de l'argent. Il me regarde pendant 5 minutes. Il me dit non. Non mais je voulais t'aider. Mendiant, aide-toi toi-même. Je suis allée faire un tour dans les rues d'Alger, je vous dis, pour voir à quoi ça ressemblait. Et là, je me retrouve dans un quartier qui ressemble beaucoup à Barbès. Est-ce que tout le monde ici connaît Barbès? Oui, avec les têtes que vous avez, vous devez connaître Barbès. J'ai entendu 2 ou 3 qui ont dit non. Pour ceux qui ne connaissent pas Barbès, c'est la seule station de métro à Paris qui ferme quand l'Algérie joue un match de foot. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a tellement d'Algériens autour, ils gagnent ou ils perdent, c'est pas la peine, ça va être le bazar, tu vois. Donc là, je me retrouve dans un quartier en plein cœur d'Alger qui ressemble vraiment beaucoup à Barbès, avec une ribambelle de types collés au mur et j'entends des...
جولي غازل جولي غازل الله يبارك numéro de téléphone Alex. Et là je me dis Samia, que jamais, au grand jamais, ton regard ne croise l'un d'entre eux. Parce que si sans le faire exprès, ça devait arriver, le type dans sa tête aurait déjà les prénoms de nos futurs enfants. Habiba, Touria, Samira, Naïma, Samia, França. Alors j'avançais en regardant en l'air comme ça, personne ne me parle, tu vois. Tu parles, ils sont arrivés, m'ont fait oh. Alors je me dépêche de courir jusqu'à l'hôtel. Enfin, je roule comme je peux. Arrivé à l'entrée, je regarde le paquet, je dis oh, c'est pas possible, moi en France, personne me drague. Quand je suis arrivée ici, j'ai cru qu'on m'avait fait de la chirurgie esthétique dans l'avion. Dans ma tête, j'étais devenue Monica Bellucci. On m'a dit mais non, tu leur as fait de la paix. Ils voulaient juste faire une bonne action. Le soir où j'ai joué à Alger, pour leur faire plaisir, je me suis habillée aux couleurs du drapeau algérien. Je savais que t'allais kiffer. Un foulard rouge, un col roulé blanc, une grande tunique verte. Je vais voir un des artistes locaux, je lui dis alors, tu crois que ça va leur faire plaisir? Je suis habillée aux couleurs de votre drapeau, tu crois qu'ils vont être contents? Il m'a dit, Wallah, même ta forme. C'est la forme, la carte l'Algérie. Mais je vous avoue que la dernière fois que je suis allée jouer, ça s'est super bien passé. J'ai joué à l'Opéra d'Alger. Ils m'ont mis dans un hôtel incroyable. J'ai joué ça là devant 1400 Algériens qui crient « Wouh !» J'ai dit « Continuez, j'adore. » J'ai dormi dans un hôtel, c'est l'hôtel Lamaraz dans le quartier de Kouba. J'avais, au dernier étage, ils m'ont donné une suite. Dans ma chambre, il y avait un jacuzzi. Sur la terrasse, il y avait un autre jacuzzi. Ils avaient mis des pétales de rose sur mon lit. Il y avait des gâteaux arabes, comme si j'étais pas assez grosse. C'était un accueil, mais tellement incroyable, que je me suis dit, mais attends, plus jamais je vais pouvoir me moquer des Algériens sur scène. Jusqu'à ce que j'apprenne que le directeur de l'hôtel, il était tunisien. Pour finir avec les accents du Maghreb, il y a les Marocains. Alors les Marocains, quoi qu'ils te disent, on dirait qu'ils vont te frapper. Tallah frasok, qui veut dire littéralement prends soin de ta tête. Moi, le premier Marocain qui m'a dit Tallah frasok, j'ai dit toi-même, laisse-moi tranquille, arrête. Et puis c'est pas très gentil, mais maman m'a toujours dit attention les Marocains. Jamais tu fais confiance à une Marocaine, tu manges une Marocaine. Les Marocaines, elles font le maraboutage, la magie noire, le suhour, la sorcellerie, comme on dit. Mais n'importe quoi, maman. Hé, tu t'es cru dans un Walt Disney ou quoi? Non mais tu crois que la fille, elle est dans sa cuisine en train de faire Salagadou, la matikabou, la pitipita pitipou. Non mais faut arrêter le délire. Et la première fois que j'ai été invitée à jouer au Maroc, à mon retour, maman m'attendait devant la porte. Alors, c'était bien le Maroc? Maman, franchement, ils m'ont encore mieux accueilli qu'en Tunisie. Mes prochaines vacances, j'irai plus avec vous en Tunisie, j'irai au Maroc. Voilà! Je t'avais dit, tu manges pas chez eux, voilà. Cette histoire, je l'ai racontée en banlieue parisienne devant des mamans qui n'étaient jamais allées au spectacle de leur vie. À la fin du spectacle, il y a une maman marocaine qui vient me voir, elle me dit, toi, 0. Tous, ils sont drôles, Ntia, 0. Non mais, madame, je rigolais, c'est un sketch, c'est trop tard. C'est trop tard. Alors moi, je suis allée pleurer dans un coin. Mais pourquoi la dame, elle s'énerve? Mais moi, je rigolais, c'est un sketch. Il y a une autre maman, elle m'a attrapée par les épaules, elle a commencé à me secouer. Arrête de pleurer. Regarde-moi, je suis marocaine. Quand tu as dit on fait le maraboutage, la sorcellerie, j'ai rien dit, j'ai rigolé. Tu sais pourquoi elle s'est énervée? Parce que elle, c'est vrai qu'elle en fait. Allez, ma fille, arrête de pleurer, prends un gâteau. Ah, c'est pas vrai tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que les Marocaines font de la sorcellerie parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont quitté leur femme pour partir avec une Marocaine. Donc celle qui se fait abandonner, elle dit « Non mais c'est normal, elle l'a ensorcelée, c'est comme ça qu'elle l'a attrapée. » C'est pas vrai. Moi je suis allée au Maroc. J'ai vu comment les Marocaines se comportent avec leur mari. Quand ils rentrent à la maison, elles sont aux petits soins. Elles préparent des bons petits plats, des gâteaux, elles font même des massages. Quand j'ai vu tout ça, je vous jure que moi je voulais épouser une Marocaine.
La même histoire, je l'ai racontée à Bruxelles, où il y a aussi une forte communauté marocaine. À la fin du spectacle, il y en a une qui vient me voir, je crois qu'elle était de Casa, à cause de sa manière un peu bon chic, bon genre de parler. Excusez-moi. Wallah, je voulais te dire, ton spectacle, c'est pas mal. Hein. C'est très rigolo. Ça fait le passage sur les Marocains. Franchement, c'est pas drôle. Alors, je te conseille, hein, c'est mieux c'était long. D'accord, Habiba Diali, ma chérie. Je sais où tu vas jouer la semaine prochaine. Et je serai là. Voilà. Donc c'est mieux pour toi si tu l'enlèves. Tu as compris? Yek. Voilà. Tu l'enlèves. Tu l'enlèves. Non seulement je ne l'ai pas enlevé, mais en plus j'ai ajouté son histoire. Pour finir avec cette histoire dans le restaurant, je commence à expliquer aux cuisiniers maliens que chez eux, c'est exactement la même chose. Les accents sont différents en fonction des pays, même si on s'en rend pas forcément compte quand on n'est pas de là. Par exemple, les Maliens, quand ils parlent, ils sont toujours très souriants, ils ont le visage illuminé, un côté très généreux, surtout les souniqués, ça donne... Bonjour monsieur, ça va? Alhamdoulilah. Ton parent, ça va? Alhamdoulilah. Ton maman, ça va? Alhamdoulilah. Ton deuxième maman, ça va? Alhamdoulilah. Ton troisième maman, ça va aussi? Alhamdoulilah. Madame. Ensuite, il y a la Côte d'Ivoire. Alors, les Ivoiriennes, elles ont du caractère, du tempérament. Quand elles parlent, elles sont très exubérantes. La dernière fois, il y en a une qui traversait rapidement la rue à Paris. Et t'as un Parisien qui s'énerve, mais avance, dépêche-toi, tu vois pas que tu bloques le passage, là je suis en retard pour aller bosser, dépêche-toi. Je n'avance pas, y'a quoi? Je n'avance pas, tu vas faire quoi? Non mais, t'es pas contente? T'as qu'à rentrer dans ton pays, ok? On rentrera chez nous quand vous nous aurez rendu ce que vous nous avez volé. Est-ce qu'on a des Ivoiriens dans la salle ce soir? Oui, ma chérie. C'est toi que j'ai rencontré à Pantin, non? Voilà, ma chérie, c'est bien d'être venue, merci. D'habitude, il n'y a pas d'Ivoiriens dans la salle. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont plus drôles que nous. Ils ne vont pas payer pour voir quelqu'un qui fait moins rire qu'eux. Sérieux, en Côte d'Ivoire, tout le monde est drôle. J'étais assise à la terrasse d'un café, il y a un type qui vient me dit « Touche là !» Je touche, il fait « Donne-moi 10 000 francs. » Et puis leur manière de draguer, mais les gars sont incroyables. J'avance comme ça, et puis il y en a un qui me regarde et me dit « Ah, mais pourquoi tu t'habilles large comme ça? On n'a pas le droit de voir comment Dieu t'a faite. » Sans pudeur, normal. Il y en a un autre avec qui on discutait, il y avait une fille qui était toute mince. Je lui dis « Ah, tu as vu comme elle est bien faite? » Il m'a dit « Elle là, il n'y a rien à grignoter. » La fille sèche, tu vas dormir avec elle, tu vas sentir ses os. Il m'a dit « Toi, non seulement tu es confortable, mais en plus tu réchauffes. » C'est la première fois de ma vie que je me suis sentie belle quelque part. Bon, sauf en Algérie, mais c'était pour les papiers. Ensuite, il y a le Cameroun. Alors, les Camerounais, ils sont un peu comme nous, les Tunisiens. Quand ils parlent, ils ont aussi tendance à chanter. Sauf qu'ils font de très longues phrases pour rien du tout. En ce qui concerne les conflits qui se sont précédemment produits dans le cadre même de ce café. Tu dis, mon frère, tout ça pour dire ça? C'est incroyable. Et oui, moi, généralement, il y a beaucoup de gens qui me disent, comment tu fais pour écrire? Je dis, je n'écris pas, je suis une grosse arnaque. Je regarde autour de moi et puis je répète ce que j'ai vu. C'est tout, les gens sont tellement drôles, vous n'imaginez pas. Une fois, je suis montée dans un covoiturage avec une Camerounaise. Pendant le trajet, elle m'a fait pleurer de rire. La fille me dit, moi, je ne comprends pas les filles qui achètent les cheveux des gens pour mettre sur leur tête. Ça, je ne comprends pas. Quand ces cheveux synthétiques, ça ne me dérange pas. Hein? Mais celle qui achète de vrais cheveux des gens pour mettre sur sa tête, ça, je ne comprends pas. Donc, la fille qui a vendu ses cheveux, elle a vendu parce qu'elle avait problème d'argent. Et puis toi, tu prends problème des gens et puis tu mets sur ta tête.
Des fois, ces cheveux de 3, 4, 5 personnes ont te vent. Ton mari dort à côté de toi, il ne sait pas qui dort à côté de lui. Des fois, même ces cheveux de jument ont te vent. Si un talon te voit, il va te courir derrière. Je dis, mais comment tu veux être plus drôle que cette femme? Tu peux pas, on est d'accord? Et puis, il y a les Antillais qui sont toujours fatigués. Mais attention, ma chérie, Doudou, il ne faut pas te mélanger. Nous, on n'est pas des Africains. C'est comme la noix de coco et l'abricot. Dans le coco, il y a de l'eau. Dans l'abricot, il y a un noyau. C'est pas la même chose. Et au moment où je raconte ça, t'as le cuisinier malien qui se retourne et me dit, et les Sénégal, tu connais les Sénégal? Je dis, mon frère, les Sénégalais, c'est trop compliqué. Leur accent, il est saccadé. À force de vouloir s'intégrer, ils se sont désintégrés même. Non, moi, je les appelle les Sénégalois. En plus, les Sénégalaises, elles aiment beaucoup l'argent. La Sénégalaise qui t'attrape, elle va te dépouiller jusqu'à ton dernier centime que tu as dans ta poche. Et là, je ne sais pas s'il avait connu une Sénégalaise, le Malien, mais il a commencé à s'enflammer en tapant dans ma main. Bravo, ma soeur, tu connais! Bravo, Wallah, Bilal, tu es forte! Bravo, bravo, bravo! Et là, du fond du restaurant, débarque une petite blonde parisienne qui nous écoutait en secret. Ah là là, j'hallucine. Ah non, mais attends, mais c'est hyper marrant que tu fasses aussi bien les accents d'Afrique alors que toi, tu viens de la Maghrébie. Ok, ça doit être à côté de la musulmanie. À ce moment-là, le patron du resto cachère, il pète les plombs. Hé, mais tu es rigolote en fait. Tu es rigolote, comment ça se fait qu'on ne connaisse pas? Comment tu t'appelles? Fais voir ta carte, comment tu t'appelles? Fais voir ta carte, comment tu t'appelles? Fais voir ta carte, comment tu... Samia Roseman, t'es de chez nous? Je sais pas, ça dépend d'où tu viens. Moi, je suis tunisienne. Ah, juive tunisienne. Oh. Un handicap à la fois, mon frère. Un. Mais non, tu vois pas qu'à la fin de Roseman, il y a un E. J'étais à un E de la gloire et de la fortune. Elle m'a tué sur la Torah, elle m'a tué. Et moi, je viens écouter. Sur la Torah, tu m'as tué. Écoute, viens, je te propose un projet. Tu viens chez moi, tu fais ton spectacle dans mon restaurant. On fait un menu boulette à volonté. Alors, qu'est-ce que t'en dis? On fait un business, moitié-moitié, 70-30, ça va? Allez, pose-moi toute ta publicité et laisse-moi même ta carte de visite. Waouh. Ma carte de visite dans un resto cachère. Attends, mais c'est le début de la gloire. Je suis allée voir mon cousin qui m'attendait dehors. Excuse-moi, tu te rappelles tout à l'heure quand tu m'as dit qu'il ne me laisserait jamais poser ma publicité? J'ai posé la totalité. Samia, mais t'es malade. Mais t'as pas fait ça, Samia. Samia, les gars, c'est des Lubavitch, c'est des juifs très pratiquants. Imagine que tous ensemble, ils viennent voir ton spectacle, Samia. Imagine que ces gens-là remplissent ta salle. Mais alors, nous, on paye bien pour aller voir Gad Elmaleh, non? Bon, je vous avoue que mon cousin, il y avait autre chose qui lui faisait peur. Mais je pense que ce soir, je peux en parler sans avoir peur. De toute façon, on a fermé les portes à clé. Il avait peur que ce qui pose problème, c'est que... Ce que je porte sur la tête, c'est un foulard de femme musulmane. Personne n'a peur? Alors pourquoi à la télé ça marche? Non, parce que moi, le jour où j'ai mis un bout de tissu sur ma tête, au départ, je l'ai porté de manière un peu plus traditionnelle. Mais je vous avoue que j'ai eu l'impression d'être entrée dans une autre dimension. J'ai eu le droit à des réflexions que j'aurais jamais imaginées. Genre, oh, Samia, tu portes le voile? Mince, qui c'est qui me l'a mis? J'avais même pas capté. Genre, non mais attends, mais pourquoi t'as mis ça sur ta tête? Je t'avoue qu'au début, j'avais essayé sur les pieds. Mais bon, c'était un peu galère pour marcher. Alors non mais attends, mais t'as pas chaud comme ça? Oh, franchement, avec ce soleil, moi je sais pas comment tu fais, hein. Vraiment, j'ai chaud pour toi. Ok, c'est vrai que les bédouins dans le désert, ils se promènent en short. C'est comme la dernière fois, je faisais la queue au distributeur pour aller chercher de l'argent. Et derrière moi, j'entends deux vieilles femmes façon les vampes. Oh, elles sait se servir d'une carte bancaire.
Oui, madame, et accessoirement, je comprends même le français. Non, mais pour être sincère avec vous, celle qui me fatigue le plus, c'est celle qui vient te voir comme si on leur avait confié une mission divine. Te sauver la vie. Samia, on est en France ici, tu es dans un pays libre. Toi comprendre. Samia, tu peux me parler, j'ai fait du social, je suis de gauche. Je connais ton histoire, j'ai lu Jamais sans ma fille. Samia, je sais qu'on t'a forcé à porter ce voile. Non mais révolte-toi, appelle les associations féministes, fonce quoi. Alors moi, pour leur faire croire qu'elles sont utiles, je fais la malheureuse, genre, oui, merci. Tu as sûrement dû voir mon père, mon frère et mon mari cachés derrière le poteau. Toute la journée, ils me suivent pour voir si je l'enlève ou non. Hé, faut arrêter. Moi, je suis une fille super libre, j'ai le droit de faire tout ce que je veux à l'intérieur de ma cuisine. Et ces légendes sur les femmes voilées. Tout le monde est persuadé que derrière chaque femme voilée se cache un grand frère prêt à bondir sur le premier garçon qui oserait s'approcher de sa sœur. Faut arrêter les clichés. Moi, mon frère, il attend pas que les garçons ils s'approchent avant d'aller les taper. Voilà la seule chose que je voulais dire en rapport avec cette histoire de voile, c'est que peut-être que quand les gens enlèveront le voile qu'ils ont devant les yeux, ils verront plus celui que j'ai sur la tête. Je dois quand même vous avouer que la phrase la plus drôle que j'ai reçue, elle venait de la part d'un musulman. Le type m'envoie un message sur Facebook alors qu'on se connaît pas. Salam alaikum, ma sœur. Peut-être que vous n'avez pas remarqué que sur la photo que vous avez postée, on voit un peu vos cheveux. J'ai répondu, et alors, tu kiffes? Purée, je me suis fait flasher par la police du vice, les gars. Je crois que c'est foutu, j'irai plus au paradis. Avant, mon spectacle s'arrêtait là. Mais ça, c'était avant. Un jour, il y en a un qui vient me voir à la sortie, il me dit « Oh, c'est pas marrant, quoi. C'est pas marrant, tout le monde s'en prend par la gueule, mais nous, les Français, tu dis rien sur nous. » Ah, mais moi, je voudrais bien parler de vous. Le problème, c'est que j'ai grandi dans le 93, des Français, il n'y en avait pas. Le dernier que j'ai croisé, il date de 1987. Bon, non, j'exagère, il en reste 2 ou 3 en bas du bâtiment, le visage tout rouge, une canette de bière à la main. Il attend le RSA, tu vois. Limite, t'as envie d'aller le voir, elle dirait, t'inquiète pas, toi aussi un jour, tu pourras partir de là. Et là, il te répond, Inch'Allah. Alors, il fallait trouver quelqu'un de qui parler, mais moi, j'avais pas de référence. Et puis, je me suis souvenu des types qui étaient avec moi au conservatoire de théâtre à Paris, qui me sortaient des phrases du genre mon père me paye un appartement dans le 15e, et il me file 2000 balles, mais tu sais, c'est hyper dur de s'en sortir, quoi. J'ai dit, ouais, mais non, mais lui non plus, il représente pas le français moyen. Alors, il fallait trouver quelqu'un d'autre de qui parler. Et un jour, j'en ai croisé un avec qui ça a bien accroché. Il est grand, il est roux, il a un autre handicap, c'est qu'il est ch'ti. On a dû s'entendre parce que ses parents aussi devaient être cousins germains, ça nous faisait un point commun, tu vois. Alors un jour, il m'invitait chez lui, un jour, je l'invitais chez moi, jusqu'à ce qu'il m'invite à son anniversaire dans le nord de la France, dans la petite province d'Asbrook. Et comment dire, c'était la première fois de ma vie que j'allais à un anniversaire de franco-français. Dans une espèce de grange, ils avaient mis de la musique paillarde. Il y avait une grande... Il y en a une qui sait ce que c'est. Il y avait une grande table qui était remplie d'alcool. Une autre qui était pleine de charcuterie. Pas halal. Ils ont fait une grande ligne comme ça, ils se tenaient tous par les coudes. Et ils chantaient un truc du genre... je mettrais bien une cartouche. Je mettrais bien... Jure que là, dans ta tête, tu t'amuses. Ils ont fait une grande ligne comme ça, ils se tenaient tous par les coudes, ils m'ont chopé avec eux. Ils avançaient, ils reculaient, ils avançaient, ils reculaient, ils avançaient, ils reculaient. Ils étaient tous bourrés, c'est moi qui ai vomi. Non mais, Giovanni, je veux bien essayer de comprendre ta culture, hein. Mais il faudrait que tu me donnes les codes. Tu vois, quand tu chantes des chansons du genre je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière, je mets... Tu t'amuses? La danse des canards. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare... On est d'accord que t'es obligé d'avoir bu pour comprendre.
Et comme moi, je bois pas, c'est pour ça que je comprends pas. Il m'a dit, hé, ben quoi, tu m'as fait découvrir Djerbo, ben je t'ai fait découvrir le Nord. Mais ça vaut pas. Mais ça vaut pas, mec. Je t'ai emmené sur les plus belles plages de la Tunisie, de l'eau bleue turquoise, du sable fin, mais ça vaut pas. Et là, il y a sa femme qui se retourne et qui me fait, ça, c'est pour toute la harissa que tu nous as forcé à bouffer. J'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Un, je suis une femme. Deux, je suis une Tunisienne. Je m'arrête jamais. Vous connaissez la réputation des Tunisiennes? La femme tunisienne, c'est elle qu'elle commande. La femme tunisienne, c'est elle qui a fait la révolution. La femme tunisienne, c'est elle qui parle fort et son mari dit oui, juste pour qu'elle se taise. La première chose, c'est pas quelque chose de très gai, mais pour moi, c'est vraiment important d'en parler à la fin de chaque spectacle. J'ai perdu ma maman il y a 7 ans maintenant, paix à son âme, et mon papa il y a tout juste 3 mois. Et Amine, et je voulais juste vous transmettre que si vous avez la chance d'avoir encore vos parents auprès de vous, prenez-en soin parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils s'en vont. Un jour, il y avait une petite dame, elle était assise là, elle m'a dit « Vous avez raison! Vous avez raison! Moi, j'en ai 12 des petits-enfants, il n'y en a pas un seul qui vient me voir. Et ben, vous savez quoi? Je suis au théâtre et je les emmerde! » Un jour où j'étais pas bien, il y a mon téléphone qui sonne, c'est une tata sénégalaise qui m'appelle. « Allô, ma fille? Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu pleures comme ça? Dis à ta main qu'est-ce qui va pas. Ça te rappelle quelqu'un? Toutes les mamans, elles parlent comme ça. Elle me dit, ma fille, qu'est-ce qui va pas? Je dis, tu sais, maman, elle me manque et parfois, c'est pas évident. Bon, tu sais ce que tu vas faire, ma fille? Tu vas sécher tes larmes. Tu fais tes ablutions et tu prends ton tapis de prière. Tu dis une petite prière pour ton maman, qu'il t'a bien éduqué, qui a fait de toi quelqu'un de bien aujourd'hui, qui va donner du bonheur et des rires autour de soi. Tu as compris, ma fille? Tu fais ça pour ton maman pour pas qu'il t'a mis là pour rien. Et tu arrêtes ces pleurs de merde qui servent à rien. Ta maman, il a pas besoin que tu pleures. Ta maman, il s'en fout que tu pleures. On va tous mourir. Toi, tu vas mourir. Ta manguette, il va mourir. On va tous mourir, d'accord? Ta maman, il a besoin que tu fais des prières et des bonnes actions. Comme on dit chez nous, des doigts et des sadaka, pour pas qu'elle t'a mis là pour rien. Tu as compris, ma fille? Voilà! La dernière chose que je voulais vous raconter, c'est l'histoire de ce spectacle. Je fais de la scène depuis que j'ai l'âge de 12 ans. J'ai toujours rêvé d'en faire mon métier sans vraiment y croire. Et puis, en sortant du conservatoire, le conservatoire. Avez-vous donc perdu, dites-moi, la parole? Et faut-il qu'en ceci je fasse votre rôle? Souffrir qu'on vous propose un projet insensé, sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé? Contre un père absolu, que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer une telle menace. Lui dire qu'un cœur n'aime point par autrui, que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui. Qu'étant celle pour qui se fait toute l'affaire, c'est à vous, non à lui que le mari doit plaire, et que si son Tartuffe est pour lui si charmant, il le peut épouser sans nul empêchement. Dorine, Marianne, Tartuffe, Maître Gims. J'adore. Elle m'a regardé genre je la connais pas cette chanson de Maître Gims. C'était pas Maître Gims, c'était Molière, et c'est l'un des auteurs qui m'a donné envie de faire de la scène. Et donc en sortant du conservatoire, j'ai rencontré mon mari converti, mon martiniquais converti à l'islam. Oh, c'était vrai, oui, c'était vrai. J'ai dit que je mentais jamais. Et il m'a donné envie de m'intéresser à ma propre religion, moi qui m'y étais jamais vraiment penchée. Et puis, à ce moment-là, j'ai décidé de porter le foulard. Et là, je me suis dit, qui va vouloir de moi maintenant sur scène, c'est fini. Je pensais plus jamais pouvoir rejouer. J'avais laissé le théâtre de côté. Et puis un jour, en allant voir une pièce de théâtre, se tenait devant moi une fille qui portait un turban et un col roulé. Elle jouait le rôle d'un enfant dans une pièce, et elle, ce foulard, ça ne l'avait pas empêchée. À partir de ce moment-là, j'ai compris que les barrières, elles avaient été dans ma tête. Ouais, je sais, il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Et donc j'ai décidé de remonter sur scène pour raconter ma propre histoire. Non seulement ça a fonctionné, mais ensuite j'ai été invitée à jouer un peu partout. D'abord en France, puis en Belgique, Suisse, Luxembourg, Maroc, Tunisie, Algérie, Sénégal, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Montréal, Londres, Dublin, Mali, Burkina Faso. Ouais, ça fait pas mal, ouais. Mais j'avais comme l'impression que les médias généralistes ne s'intéressaient pas à ce que j'avais à dire.
De temps en temps, je balançais une petite vidéo sur le net en fonction de ce qui me touchait, de l'actualité. Et un jour, il y en a une qui a fait plus de buzz que les autres. C'était en octobre 2014. On nous apprend aux informations télévisées qu'un type est entré dans le Parlement au Canada et qu'il a tiré sur des gens. Là, devant ma télé, comme tous les musulmans du monde, je me suis dit « Inch'Allah, c'est pas nous, Inch'Allah, c'est pas nous, Inch'Allah, c'est pas nous ». Et au début, on nous annonce que le type qui a fait ça est un Canadien. Et là, je dis « Oh, merci ! Merci, mon Dieu, de nous avoir épargnés cette fois, merci !» Sauf que les informations qui arrivent juste après nous annoncent que le Canadien était fraîchement converti à l'islam depuis 1 ou 2 minutes environ. Pourquoi même quand c'est pas nous, c'est nous quand même? Alors là, un peu en colère, je mets le foulard de ma mère et je fais une petite vidéo qui donne ça. Alors, bonjour, c'est un petit message pour tous ceux qui se prétendent islamistes, djihadistes, salafistes, pianistes, cyclistes, pour commettre leurs méfaits. Alors vous êtes gentils maintenant, vous nous laissez tranquilles, d'accord? C'est déjà difficile pour nous de vivre ici en Europe. Si en plus vous commencez à ramener la haine vers nous, ça commence à fatiguer un petit peu beaucoup quand même. Donc merci de choisir une autre religion. Au revoir. Cette vidéo, elle a fait beaucoup de buzz, d'abord au Canada, parce que c'est pour les Canadiens que je l'avais faite, mais ensuite elle a été repartagée ici au moment des attentats de Charlie Hebdo. Bon, que ce soit bien clair entre nous, le jour des attentats, j'étais pas là. Non, parce que je vous vois venir. Hein. J'étais pas là, j'étais à Djerba. Je devais revenir le lendemain. Quand j'ai appris ce qui s'est passé, j'ai appelé mon mari. Je dis, écoute-moi bien. Je rentre pas! Je dis, là, je sais qu'on va s'en prendre plein la gueule pendant les 20 prochaines années. Je rentre pas. Samia, tu rentres, tu ranges ta chambre et on en rediscute. J'étais obligée de rentrer pour ranger ma chambre. Et à ce moment-là, j'étais pas capable de faire rire avec quelque chose qui arrive en bas de chez soi. Quand c'est à des milliers de kilomètres, on a le recul nécessaire dans tous les sens du terme. Mais quand c'est en bas de chez soi, on fait quoi? La seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est repartager cette vidéo. Et là, non seulement elle a fait le tour des réseaux sociaux, mais ensuite elle a fait le tour des chaînes télé, ou presque. France 2, TV5, M6, Canal+, Arte, BFM. Moi, BFM, pour dire un truc positif. Si ça, c'est pas un des signes de la fin des temps, qu'est-ce que c'est? J'ai été invitée sur les ondes de France Inter. Télérama a débarqué dans ma salle. Ils ont écrit un article tellement beau que j'ai cru que quelqu'un les avait payés. Et là, tout à coup, tout le public de Télérama et de France Inter, ces franco-français, la cinquantaine, soixantaine, qui rigolent en mode vibreur, ont débarqué dans ma salle. Ces gens-là se sont mélangés aux mamans du Maghreb, à celles d'Afrique subsaharienne, à ces jeunes des quartiers populaires dans lesquels j'ai grandi. Il y a enfin eu un beau mélange dans ma salle de spectacle. J'ai reçu beaucoup de messages de la part de gens qui me disaient « Mais madame, merci. Merci parce qu'avec cette vidéo, vous nous avez fait du bien. Vous avez réussi à nous rassembler au lendemain d'un jour où on avait voulu nous diviser. Et pour ça, madame, merci. » J'ai reçu beaucoup de messages de la part d'autres personnes qui me disaient à peu près la même chose, mais qui souvent ajoutaient « Merci de mieux représenter les musulmans dans les médias que l'imam Chalroumi de la mosquée de Drancy. » À ceux qui ont la chance de ne pas savoir qui est ce monsieur, cette chance s'arrête maintenant. Voilà. Chaque fois qu'il se passe quelque chose en France et qu'on a besoin de l'avis de la communauté musulmane, étant donné qu'on n'a pas de représentant officiel, chez nous il n'y a pas de pape, on tend le micro à un type qui ne sait pas aligner 3 mots de français convenablement. Tous les musulmans de France et de Navarre ont les nerfs contre lui, mais on ne peut rien faire, que voulez-vous, on n'a pas choisi. Et donc on lui a tendu le micro au lendemain des attentats pour savoir ce qu'il pensait de la situation. Et là, devant toutes les caméras du monde, il a dit « Je voulais porter les condoléances à la famille du Charles, le pauvre. » Et là, le journaliste un peu salaud sur les bords lui dit « Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Et là, le type, il comprend qu'il a merdé, que Charles n'existe pas. Il dit « Ah, je peux pas dire plus pour le moment. » Donc j'ai reçu des messages de la part de gens qui me disaient « Mais merci de mieux représenter les musulmans que l'imam Chalroumi. » J'ai répondu « Oui, mais lui, il représente mieux les comiques que moi. » Suite à ça, j'ai eu la chance d'avoir une programmation au théâtre du Point Virgule, où j'ai joué pendant 3 ans. Et je vous avoue qu'au début, ça m'a fait un peu bizarre de débarquer dans le quartier du Point Virgule. Ça se trouve dans le Marais. Et le Marais, pour ceux qui ne connaissent pas, est un quartier très gai. Hein. Non pas que le 93 ne soit pas joyeux, hein. Mais si tu veux, j'ai pas la même joie, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, je suis arrivée, j'ai croisé un type qui avançait comme ça. Il en a vu un autre, il a fait « Salut mon chou ». J'ai failli le rattraper et lui dire « S'il te plaît, donne-moi des cours. Apprends-moi à paraître plus féminine, s'il te plaît. »
D'ailleurs, il y en a un qui s'appelle Thomas, qui s'occupe de mon maquillage sur certains tournages. Je lui dis, écoute Thomas, la semaine prochaine, je pars en Tunisie. Est-ce que tu veux que je te ramène quelque chose? Un arabe. Ma vie pour un arabe. Si mais t'es sérieux, nous-mêmes on n'en veut pas, qu'est-ce que tu veux faire avec? Bah y a non, moi tu me ramènes un arabe, je finis comme toi, hein, soumise à la maison, le voile et tout. Hein. Est-ce qu'il a compris mon sketch? Et non mais Thomas, entre nous, tes parents l'ont pas mal pris quand tu leur as annoncé que tu préférais les garçons. On dit non, ils sont hyper cool. C'est quand je leur ai dit que je préférais les arabes que ça a bardé. Merci. 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 Merci beaucoup. J'ai du mal avec les applaudissements parce que je sais pas quoi faire pendant ce temps.